Bonjour, Sullivan Jou, secrétaire général de l'association du droit au but, une association qui accompagne les sportifs dans différentes démarches. Nous avons initié une campagne de lutte contre le harcèlement dans le monde du sport, à travers notamment la réalisation d'interviews avec celle de Madame Mara Sinanoou, ministre des Sports, d'anciens footballeurs professionnels, devenus entraîneurs, avec des personnes du syndicat aussi des footballeurs professionnels. C'est à ce titre aujourd'hui qu'on se rencontre. Je vais te laisser le soin de te présenter dans un premier temps à nos téléspectateurs, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous d'abord, je m'appelle Stéphane Saint-Raymond, je suis directeur de l'information de l'UNFP depuis une vingtaine d'années maintenant, après avoir été grand reporter dans différents médias en France. Merci Stéphane, donc UNFP, Union nationale des footballeurs professionnels, le syndicat des footballeurs professionnels. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire part de ton constat dans le harcèlement dans le monde sportif, s'il te plaît? Alors, il n'y a pas un harcèlement, je pense qu'il y a plusieurs harcèlements dans le monde sportif et notamment celui qui résulte de la volonté des clubs de ne pas respecter totalement leurs engagements contractuels. Soit pour demander à un joueur de prolonger son contrat, soit pour demander à un joueur de casser son contrat et de s'en aller. Ça se passe pas uniquement au niveau professionnel, à ce que je crois savoir, ça se passe également dès les plus jeunes catégories d'âge. Parce qu'il y a une pression des clubs qui est de plus en plus forte aujourd'hui au regard des difficultés qu'ils peuvent avoir soit à trouver les bons joueurs, soit à les conserver, soit à monter une équipe cohérente à leurs yeux, qui ne tient pas compte de leurs engagements. C'est-à-dire qu'on voit parfois, on lit parfois dans la presse, où on entend des dirigeants, voire des entraîneurs dire nous plaçons tel ou tel joueur sur la liste des transferts, même s'ils ont des contrats de travail en cours. Et c'est ça qui est pour nous, à l'UNFP en tout cas, inadmissible, puisque un contrat est fait pour être respecté, que ce soit par le joueur, mais également par les dirigeants qui l'ont également signé. Ce qu'on appelle communément les lofts. Oui, les lofts, mais pas ça. C'est la démarche ultime de les écarter, parce que avant d'en arriver au loft, il y a, je pense, et j'en suis persuadé, tout un tas de travail psychologique sur le joueur pour lui faire comprendre qu'il serait mieux ailleurs. Alors toi qui es dans l'information, dans la communication depuis maintenant 20 ans auprès du syndicat, est-ce que tu as l'impression que c'est un phénomène grandissant ou un phénomène qui a tendance à régresser au fur et à mesure du temps? Pour moi, c'est un phénomène qui va s'amplifiant et qui résulte de la volonté peut-être des dirigeants d'essayer d'en finir avec le contrat à temps tel qu'il est établi, tel que l'UNFP l'a établi. Le contrat à temps, en France en tout cas, a été établi en 1969. Il y a eu en 72 une grève des footballeurs pour maintenir ce contrat à temps, ce contrat à temps qui est apparu au niveau européen en 1995 avec l'arrêt Bosman. Et on se rend compte aujourd'hui que ce contrat à temps, il semble poser des problèmes aux dirigeants dans leur façon de gérer leur effectif à plusieurs niveaux. On signe beaucoup de contrats avec des jeunes joueurs, beaucoup de contrats. Quand on a une moyenne aujourd'hui en France de contrats par club de Ligue 1 entre 30 et 40, ce qui est énorme, puisque pratiquement deux effectifs. Jusqu'à preuve du contraire, ils peuvent être que 11 sur le terrain. Alors il y a des joueurs, des jeunes joueurs qui ne s'entraînent pas forcément avec le groupe professionnel dès le départ, mais que l'on fait signer dans l'espoir évidemment qu'ils vont se révéler, et aussi avec la volonté qu'ils n'aillent pas signer ailleurs et de passer à côté d'une bonne occasion. Donc cette augmentation des effectifs, à un moment donné, ça fait entonnoir et on se rend compte qu'on a trop de joueurs, et si on veut en faire venir d'autres, ou si ces joueurs-là ne répondent pas à des critères sportifs établis par le staff technique, on ne sait plus quoi en faire, quoi. Et donc là, il faut les faire partir. Mais il reste le contrat de travail. Heureusement, les joueurs sont protégés par un contrat de travail en France. Et du coup,
on essaye de les faire partir par tous les moyens. Et effectivement, le harcèlement moral est une des armes utilisées par les dirigeants pour faire pression sur les joueurs et leur faire comprendre que l'herbe est plus verte ailleurs. Et quelles seraient aujourd'hui tes préconisations, parce qu'on sent que tu as quand même une connaissance assez approfondie du système, pour pouvoir endiguer ce phénomène et jusqu'à un moment donné optimiser la protection due aux footballeurs et footballeuses, parce que comme tu le disais juste avant, c'est un métier, ce n'est pas un loisir, c'est un métier, ils ont des contrats de travail, ce sont des contrats qui sont régis par la Convention nationale, mais au-delà de ça, par la législation française en vigueur. Donc quelles seraient, toi, tes préconisations pour améliorer le système de protection ? Le grand leitmotiv de l'UNFP pendant des années et toujours aujourd'hui, c'est d'essayer de faire comprendre que le footballeur est un salarié comme un autre. Le footballeur est effectivement un salarié comme un autre. La petite différence, c'est qu'il a le droit, lui, de signer des contrats à durée déterminée, qui sont un peu différents de ceux que l'on signe par ailleurs. Les préconisations, c'est premièrement, c'est le respect du contrat signé, des contrats signés d'un côté et de l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dès qu'il y a un cas de harcèlement, il faut que ça se sache. Il faut parler parce que ça va en contradiction totale avec toutes les valeurs de notre sport, et notamment la solidarité, l'esprit d'équipe, etc. Il faut que harcèlement, ça signifie aussi souvent isolement. Et il faut que le groupe prenne aussi conscience de ce qui se passe pour l'un des leurs et viennent aussi en soutien de l'un des leurs et n'acceptent pas cette situation. Ce qui n'est pas facile. On sait, dans le monde du travail, c'est jamais facile de faire ce genre de choses. Mais si vous êtes seul à réagir, bon, vous pouvez vous faire plus facilement taper sur les doigts. Mais si vous êtes 20 à réagir par rapport à un cas, par rapport à un de vos coéquipiers, c'est difficile quand même pour un club de sanctionner ou d'aller à l'encontre de 20 ou de la totalité de son effectif. Donc cette solidarité-là qui existe réellement dans le foot à tout un tas de niveaux doit aussi, à mon avis, exister à ce niveau-là. Et c'est un refus qui doit être général. C'est tout le vestiaire qui doit refuser cette mise à l'écart. Alors en France, on parle d'harcèlement moral, etc. On est à la limite bien loti par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. On connaît des cas dans les pays de l'Est où il y a le harcèlement devient physique et violent parfois, pour les mêmes raisons qu'en France. On a connu des exemples de joueurs de l'autre côté de la Manche. Alors on cite souvent les championnats anglais comme des exemples, mais un garçon comme Bodo Baldé, quand il était en Écosse, il a été mis à l'écart. Il était alors je sais pas si tout le monde connaît Bobo Baldé, mais c'est un grand mec super costaud et il était obligé de s'entraîner avec les 15 ans par exemple, alors qu'il était le joueur préféré du club. On lui interdisait même d'aller au stade parce que dès qu'il se montrait, tout le stade applaudissait et criait son nom. Ça, c'est ridicule. On a eu l'exemple de Florent Malouda qui pendant plus d'un an à Chelsea a été interdit de s'entraîner avec les pros et était obligé de s'entraîner lui aussi avec des équipes de jeunes. Ça, heureusement, je voulais dire, en France, c'est interdit et on arrive à lutter contre ça et à faire réintégrer les joueurs la plupart du temps. Mais cette pratique-là doit cesser. On a des exemples aujourd'hui, et notamment avec Anatole, pour que les dirigeants comprennent que c'est plus possible, que qu'ils vont à l'encontre de la loi, qu'ils vont à l'encontre de l'esprit sportif, et que il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dise, il faut que les joueurs n'hésitent pas à parler, parce que ça aussi c'est difficile. Il y a beaucoup de joueurs mis à l'écart et qui n'osent pas le dire ou qui ne veulent pas que l'on intervienne, mais qui ont peur des répercussions. Voilà, aussi. Qui ont peur. Mais ça c'est là-dessus que se base aussi le harcèlement. Le harcèlement à l'école, par exemple, c'est là-dessus que ceux qui harcèlent se basent, parce qu'ils savent pertinemment qu'à 95% des cas, celui qui est harcelé ne va pas aller se plaindre. C'est pareil pour toutes les autres formes d'harcèlement, pardon. Et aujourd'hui, on voit par exemple qu'au niveau du harcèlement sexuel, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la libération de la parole fait que on progresse. Il y en a de moins en moins, enfin j'espère en tout cas, et que on va peut-être réussir à endiguer ce phénomène honteux qui place la plupart du temps ce sont des femmes dans des situations qui sont terribles psychologiquement et qui les marquent à vie. Et au-delà de ce rôle
qu'a le syndicat. Est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est un travail aussi qui doit être initié par les instances du football pour faire comprendre aux dirigeants, comme tu le disais tout à l'heure, tu as évoqué le cas d'Anatole, qui a obtenu une décision définitive au pénal, qui a reconnu la responsabilité de l'un des dirigeants du Stade de Reims pour harcèlement. Est-ce que c'est pas aussi aux autorités à un moment donné de se joindre au combat initié et mené par le syndicat pour pouvoir améliorer la protection de la dignité des footballeurs et footballeuses? C'est en tout cas ce qu'on espère, et c'est ce que l'on recherche. Ça dépend pas de nous, malheureusement. Nous, on a fait, j'allais dire, notre travail avec Anatole, et Anatole a fait le sien, et vous avez fait votre boulot en accompagnant Anatole. Et à l'arrivée, il y a cette décision. Alors, est-ce que cette décision va suffire à faire comprendre aux instances et aux dirigeants qu'il faut en terminer avec ce genre d'harcèlement? Nous, on l'espère. Maintenant, effectivement, il faut aussi que par ailleurs, au niveau des instances, il y ait des décisions fortes, il y ait d'abord une prise réelle de conscience, parce que c'est un harcèlement, comme je le disais, comme il n'y a pas beaucoup de communication dessus, à la limite, ça peut parfois rester au niveau malheureusement de la rumeur. Voilà, ils se plaignent les joueurs, vous avez vu combien ils gagnent, ils se plaignent, ça n'a rien à voir. Tu penses qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de communication sur ce phénomène? Il faut que dès qu'il y a un cas de harcèlement, il faut que ça se sache, il faut que ça soit dénoncé, et à partir du moment où ça sera dénoncé, ça sera sanctionné. Et c'est comme ça qu'on avancera. Et c'est pour cette raison que la décision de justice rendue en faveur d'Anatole doit nous aider à avancer dans ce domaine et à endiguer définitivement tous les cas de harcèlement. En tout cas dans le football. Et je sais que à l'UNFP, au-delà des cas sur le foot, il y a quelques mois, nous avons fait participer plusieurs joueuses et joueurs à une campagne contre le harcèlement scolaire qui a porté ses fruits petit à petit. On sait que la parole des footballeurs aujourd'hui, ils sont plus simplement des bons atouts pour les publicitaires. C'est aussi des leaders d'opinion. C'est aussi des leaders d'opinion, et il faut qu'ils se servent de leur notoriété pour que faire avancer notre société. Alors là, ils l'ont fait pour le harcèlement scolaire, mais de nombreux footballeurs pourraient également un jour, si les choses devaient perdurer, prendre la parole pour dénoncer tous les cas de harcèlement moral à l'intérieur du football et du sport en général. J'espère qu'ils t'entendront. On a déjà commencé avec certains anciens footballeurs. On va continuer en espérant que des footballeurs en exercice auront l'audace et le courage de prendre la parole, et qu'ils seront nombreux à le faire pour ne pas se sentir isolés et avoir peur des répercussions que cela pourrait avoir. C'est ce que je vous disais. Quand on est seul, c'est pas facile. Quand on est tout un groupe, tout un vestiaire, c'est plus facile. C'est aussi pour ça. C'est là-dessus que repose le syndicalisme aussi. Si vous êtes tout seul à défendre quelque chose, parfois vous réussissez. Il y a des gens qui réussissent tout seuls, mais c'est plus facile quand on est un grand nombre, quand on est soutenu, organisé, et qu'on tient un vrai discours, et qu'on décide de mettre fin à toutes ces injustices, à toute cette violence, parce que le harcèlement moral, pour moi, c'est de la violence. C'est comme de la violence physique, c'est pareil. Il n'y a pas que les poings qui font mal, les mots ça fait mal parfois. Exactement. Et très souvent. Et quand on sait aussi que les footballeurs sont enclin à être peut-être plus fragilisé psychologiquement, parce que le sport de haut niveau, ça demande énormément d'investissement, et il est très facile parfois de les déstabiliser et profiter de cela après avoir profité de toutes leurs qualités, taper là où ça fait mal. Ce sont des pratiques que moi je réprouve, je dénonce et que je n'accepterai jamais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça rejoint parfaitement notre slogan associatif. Il faut qu'on s'associe vers un même but, celui de la dignité des sportives et des sportifs. Je te laisse conclure avec le mot de la fin. Non, pas de mot de la fin. J'espère que tout ce que vous avez entrepris, et tout ce que l'UNFP a entrepris, et que tout ce combat, au moins pour la dignité et le respect d'Anatole, finira par aboutir, et que on n'en rira pas dans 10 ou 15 ans, mais on se dira il a bien fait, vous avez bien fait, on a bien fait, et on en a fini avec cela. Merci beaucoup, à très bientôt pour la suite du combat. Au revoir.